Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette première édition de la saison. Au programme, une hausse d'impôts en vue à Nyon, le statu quo à Gland. On évoquera aussi la rentrée scolaire avec l'ouverture de l'école du Cossy. Et enfin, un reportage un vendredi soir avec la patrouille pédestre de la police nyonnaise. Plombé par la réforme des entreprises et la péréquation, Nyon doit augmenter son taux d'imposition et faire des économies. Avec un déficit estimé à 17 millions de francs l'an prochain, la municipalité annonce une hausse d'impôt de 4 points, faisant passer le taux communal à 65%. Florian Cavalleri. Oui, une hausse de 4 points d'impôt et puis de 0,2 pour 1000 sur l'impôt foncier. Pourquoi cette hausse d'impôt ? Je pense que nous sommes dans une situation exceptionnelle, en tout cas pour 1 ou 2 ans, principalement avec l'entrée en vigueur de la RIE3 cantonale, mais la non-entrée en vigueur de la RIE3 fédérale. L'entrée en vigueur de la RIE3 cantonale, plus la suppression du point d'impôt écrêté, nous pénalise de 9 millions. Donc nous étions obligés de prendre des mesures pour présenter un budget qui, si nous n'avions rien fait, se présentait à moins 17 millions. Donc c'était absolument impossible. Ça aurait été totalement irresponsable de laisser un budget à moins 17 millions. Et cette hausse d'impôt devrait ramener combien dans les caisses nyonnaises ? Alors elle ramène 6 millions et en même temps nous procédons à une démarche d'économie parce que nous ne pouvons pas simplement augmenter les recettes mais nous devons aussi économiser. Vous appelez à une refonte de la péréquation. Oui, je pense que la péréquation est devenue une machine infernale dont plus personne ne trouve la télécommande. En tout cas pour Nyon, c'est vraiment un désastre. Aujourd'hui, la commune de Nyon a moins d'argent net après le passage de la péréquation qu'il y a 5 ans, alors que pendant ce temps, on a une augmentation de la population, beaucoup de charges supplémentaires. Donc oui, nous appelons à une réforme en profondeur de la péréquation, de manière à ce qu'on tienne mieux compte de situations comme celle de Nyon, qui est une ville-centre. Le déficit de 17 millions du budget nyonnais est à mettre sur le compte de la péréquation, si on vous suit bien. On est passé de 23 à 47 millions en 10 ans. 100% d'augmentation des charges de la péréquation et de la facture sociale. Pendant ce temps, on n'a jamais aucun autre endroit où on a des augmentations de ce type-là. Et ce qui est annoncé, c'est une diminution de nos recettes liées à la RIE3. Donc voilà, on est dans une situation intenable qui explique qu'on se retrouve avec un budget déficitaire théorique de 17 millions qui impose de prendre un certain nombre de mesures. Quand vous étiez conseillère communale, vous êtes élevée contre l'augmentation du point d'impôt. Vous avez même fait partie d'un comité. Maintenant que vous êtes à l'exécutif, les choses ont changé. Alors, les choses n'ont pas changé sur ma manière d'appréhender la fiscalité. Ce qui a changé, c'est le contexte. Aujourd'hui, en 3 ans, la ville de Nyon a une augmentation de ses charges péréquatives de 11 millions. La RIE3 cantonale étant mise en application avant une RIE3 fédérale nous fera perdre 12 millions de recettes fiscales. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études de comptabilité pour comprendre qu'on va avoir certainement un problème. Vous n'avez pas peur tout de même que le centre droit se sente trahi par ces municipaux majoritaires au sein de l'exécutif qui annoncent une hausse d'impôts alors que la campagne était contre une hausse d'impôts, la campagne du centre droit? Moi, je pense que les gens seront à même de comprendre quelle est la situation aujourd'hui à Nyon. Et j'espère qu'ils suivront la municipalité. Les partis de droite vont certainement lancer un référendum. Qu'en pensez-vous ? Alors mon avis personnel, c'est que référendum il y aura, mais je ne pense pas que ce soit les partis de droite. Je pense que ce sera plutôt d'anciennes personnes issues des groupes politiques. De droite ? Oui, probablement de droite. Voilà, et réunis en ce moment même, les syndics du district de Nyon, passablement remontés, soutiennent à l'unanimité une résolution demandant au Conseil d'État de repenser l'application de la réforme de l'imposition des entreprises. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et toujours sur ce sujet, le sujet était abordé aussi lors de la réception des acteurs culturels de la ville de Nyon. C'était lundi soir, le syndic y a invité les artistes à soutenir la hausse d'impôts pour conserver leurs acquis. Rodolphe Henner. Soirée étonnante que celle de ce lundi 27 août au château de Nyon. Là, comme chaque année, la municipalité convie tout ce que la ville compte comme acteurs culturels à se réunir.
Et après les bonnes nouvelles égrenées par la municipale de la culture Fabienne Frémont-Canton, voilà que le syndic Daniel Rossela est venu, comme il l'a dit, plomber l'ambiance. Je risque d'avoir quelques propos qui vont plomber l'ambiance. En cause, le budget historiquement déficitaire de la ville et une hausse de 4 points d'impôt voulue par la municipalité et communiquée le matin même à la presse. Ça nous met dans une situation extrêmement inconfortable, si bien qu'on a décidé d'entreprendre des mesures d'économie, en tout cas des recherches d'économie pour un montant avec un objectif idéal de l'ordre de 5 millions. Alors le syndic Daniel Rossela n'y est pas allé par 4 chemins en appelant les acteurs culturels à peser dans le débat politique. Je vous inviterai à faire un peu de lobbyisme auprès des conseillers communaux. Ce ne sont pas des gens qui sont inatteignables. Message naturellement repris par la municipale Fabienne Frémont-Canton et la chef de service de la culture Monique Dubé. Il y a souvent une tentation par les conseillers communaux de dire bon, la culture c'est après, c'est moins important. Il est clair que ni la municipalité, en tout cas ni le syndic et notre municipale ici présente ce soir, n'ont envie que la culture soit victime de cette situation. Et je pense que effectivement, si les acteurs culturels se mobilisent, c'est important qu'ils fassent entendre leur voix auprès des politiques au conseil communal. Le message sera-t-il entendu et la culture sauvée des coupes prévues ? Première réponse lundi prochain, lors de la séance du conseil communal où un montant de 280 000 francs sera demandé pour l'organisation exceptionnelle en septembre 2019 des Schubertiades d'Espace 2. Un montant qui, espère le syndic, ne devra pas être mis en concurrence avec l'entier du budget culturel. Et puis par rapport par exemple aux Schubertiades, j'aimerais juste préciser que, quelle que soit la décision du conseil communal que j'espère positive, le montant qui sera dégagé pour les Schubertiades ne remettra pas en question le montant qui est accordé à toutes les autres structures culturelles. Après la Schubertiade, il s'agira encore de trancher une demande d'augmentation de 60 000 francs de l'enveloppe consacrée aux subventions culturelles. Restera encore à renouveler la subvention de l'usine à gaz qui entame une période de 2 années de travaux et de programmation réduite. Bref, la culture, comme d'autres départements, risque de connaître des jours compliqués. Il n'est donc pas inutile aujourd'hui de rameuter les troupes avant les débats. Et puis si vous connaissez des conseillers communaux, rappelez-leur que c'est pas dans la culture qu'il faut couper. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être venus. Santé et bon appétit. C'est une première depuis 2010. La clinique de Genolier ouvre ses portes au public le samedi 8 septembre au programme Visite de l'établissement à travers des ateliers et des animations. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son directeur général Pietro Fabrizio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, premier élément, pourquoi organiser cette journée portes ouvertes des années après la première ? Tout d'abord, je pense que la clinique de Genolier est une des cliniques les plus belles de Suisse. Deuxièmement, je pense qu'on a des plateaux techniques de la dernière génération qu'il est important de faire découvrir à toute la population régionale. Nous avons un institut de radiologie avec les dernières technologies. Nous avons une nouvelle salle de cathétérisme. Nous venons aussi d'acquérir un robot Da Vinci qui pourra être démontré auprès des patients ou des personnes qui viennent nous visiter. Donc je crois que c'est un élément unique que vous pouvez voir à la clinique de Genolier. Voilà, ouvert à tout public, hein, même des enfants, il y aura des ateliers spécifiquement pour eux. Oui, nous allons organiser des petits ateliers pour les enfants, notamment des ateliers de suture. Nous aurons aussi des animations pour du grimage de visage. Et ça fera certainement des futurs collaborateurs aussi pour la clinique de Genolier. De futures vocations peut-être, justement. Exactement, ouais. Nous espérons. Pour on va dire de 7 à 77 ans, comme on dit. D'ailleurs, il y aura aussi un dépistage du glaucome sur place. C'est juste, nous avons nos partenaires, nos cliniques partenaires qui sont la clinique de Montchoisy, où nous aurons des ophtalmologues présents sur le site, respectivement la clinique de Valmont, où nous aurons une démonstration de l'ergothérapie. Et il y a également, on ne le sait peut-être pas forcément, une polyclinique sur place, une permanence qui est ouverte à tout le monde. La permanence est ouverte de 8h à 20h tous les jours, destinée à toute la population régionale. Donc vous pouvez avoir des consultations sans rendez-vous, vous avez un accès direct à notre radiologie, donc des éléments pour toute la population
sans rendez-vous. C'est une opportunité qu'il faut profiter. Alors, on ne doute pas du tout venant de la bouche du directeur général, que cette clinique est la plus belle du monde, même on peut le dire par rapport à votre position. Néanmoins, on le sait, la clinique de Genolier a une image particulière. Est-ce que cette journée portes ouvertes est aussi une manière de se rapprocher de la population locale? Oui, c'est l'occasion de faire découvrir toutes nos spécialités médicales. Il faut savoir que le 95% de nos patients sont des patients régionaux. Ce ne sont pas des patients qui viennent de l'étranger. Donc 95% même des patients sont des patients qui viennent de la région. Et c'est l'occasion de redécouvrir la clinique de Genolier. Et l'ancrage de Genolier dans la région aussi, avec les institutions, les autorités aussi. Il y a un ancrage important, culturel dans la région. Oui, la clinique de Genolier aussi est un employeur important de la région. Nous faisons aussi partie du réseau de la Côte. Nous voulons être un partenaire important économique et aussi médical de la région. Et cette journée portes ouvertes, donc ce sera le samedi 8 septembre de 10h à 17h, avec notamment de la restauration sur place également. Merci beaucoup Pietro Fabrizio et déjà bonne chance pour cette journée. Merci, à bientôt. Ce lundi sonnait la rentrée scolaire pour les 400 premiers élèves de la nouvelle école du COSI. Le complexe établi au nord de la ville de Nyon comprend une unité d'accueil, une UAPE, un restaurant scolaire, une salle omnisport et une piscine couverte. Florian Cavalleri. Cette école du COSI nous permet cette fois-ci de vraiment différencier les deux établissements primaires, l'établissement primaire de Nyon-les-Monts et l'établissement primaire de Nyon-Jura-Prongin, voilà, avec l'administration de cette dernière qui se trouvera au COSI. Elle était attendue, cette école? Oui, elle a été attendue. Nous avions besoin de places pour les classes. 21 classes vont prendre place à la rentrée. Attendu aussi puisque nous ouvrons 8 ans de place UAPE dès maintenant et puis une cinquantaine de places APEM sur le site du COSI puisqu'il y en aura aussi environ 70 sur le site du Rocher. Donc oui, et bien évidemment nous avions besoin de cette école. Nous l'attendions impatiemment, plus le côté sportif, salles de sport qui seront bien évidemment utiles pour les écoles mais aussi pour les sociétés en fin de journée. C'est l'aboutissement de 4 préavis présentés au conseil communal. D'abord le préavis en 2012 de la planification scolaire, ensuite un préavis pour un concours d'architecture et ensuite un crédit d'études et enfin un crédit de réalisation. Qu'est-ce qui est séduisant dans la réalisation architecturale de cette école ? Je pense qu'on a affaire à un complexe, c'est-à-dire on a 3 bâtiments qui vivent ensemble à un niveau d'architecture qui est quand même très intéressant pour les environnements. Bien entendu, nous devions respecter un programme scolaire, ça c'est clair, un programme sportif aussi pour la piscine et les salles de gym, mais nous avons été attentifs aussi aux mesures énergétiques que nous avons mises dans ce bâtiment et particulièrement, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous avons réduit l'importance de ce bâtiment en longueur afin d'avoir une meilleure efficience énergétique. Le tout fait 69 millions et je peux le dire déjà aujourd'hui, nous respecterons le crédit que le conseil communal nous a accordé et nous avons à peu près 6,5 millions pour les études et le reste pour la réalisation. 18 000 mètres carrés de parc, d'espace pour tous, d'eau aussi, et effectivement d'art et de patrimoine. C'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on arrive maintenant à offrir aux Nyonnais, ce tout nouveau parc du COSI. Alors l'idée, c'est que c'est un parc avec plein de différents espaces, notamment de jeux ou pour le sport, aussi pour la détente. Il y a aussi une mare qui va de plus en plus se végétaliser avec des nénuphars qui sert à absorber de l'eau, mais en même temps aussi à être un miroir dans lequel on peut regarder et rêver. Et au milieu de cette mare, une magnifique sculpture de Lang et Baumann, qui sont 2 sculpteurs de renom suisse et qui bougent, qui flottent au gré du vent. C'est un grand projet et on a eu la chance, comme utilisateur, d'y être associé dès le début. Et quand je dis vraiment dès le début, c'est au niveau du programme. On est venu vraiment en disant « Monsieur le directeur, de quoi avez-vous besoin ?» Et ça, c'est unique dans une carrière de directeur, c'est une grande chance. Toutes les classes sont connectées avec le Wi-Fi, donc on peut vraiment rentrer dans les technologies numériques de plein pied. On le faisait déjà avant, mais là, on a vraiment des outils très performants pour cela. Et en même temps, on a beaucoup tenu à ce que l'humain reste au centre. Par exemple, dans l'utilisation du bâtiment scolaire,
c'est un bâtiment qui correspond aux normes Minergie, mais on a tenu à ce que les enseignants ou les élèves puissent conserver une action sur le bâtiment. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'un bâtiment pédagogique à part entière, c'est-à-dire qu'il lui aussi peut nous apprendre quelque chose dans sa conception et dans son fonctionnement. Donc on aura évidemment une école au service de l'humain, mais avec des technologies qui nous permettront de regarder vers le futur de manière sereine. Apaiser les esprits pour éviter les conflits et les incivilités. Voilà l'objectif de la patrouille pédestre de la police nyonnaise. Rodolphe Henner a suivi une brigade du centre-ville aux rives du lac, le temps d'une soirée. 19h en ce vendredi 24 août à Nyon. Ce jour-là, la police a décidé d'inviter la presse à assister au travail de proximité de sa patrouille pédestre. Enjeu, rencontrer les clients et tenanciers d'établissements pour tisser un lien de confiance. Depuis 2012, on a une charte de collaboration et une fois par année, on se rencontre, les tenanciers et nous-mêmes. Et c'est vrai que depuis qu'on a cette charte, c'est vrai qu'on a une bonne collaboration avec les établissements publics. On va aller sur plusieurs sites de rassemblement et puis après, selon les groupes et puis selon ce qui se passe, soit on intervient, soit on reste à proximité. Et puis juste cette présence, cette visibilité, ça suffit à calmer la situation. Jusqu'à 3h du matin, la patrouille va donc arpenter le centre-ville et les rives du lac pour rassurer la population et éviter les incivilités. On se met tous ensemble pour collaborer et avoir la vie de Nyon peut-être, je dirais, moins délinquante. Enfin, je sais pas. Après, je pense pas qu'il y a beaucoup de délinquants à Nyon, mais voilà, que ce soit une ville calme et puis que tout le monde y mette du sien et voilà. C'est une excellente initiative du point de vue de la collaboration avec eux. C'est bien de voir que ce sont eux qui prennent l'initiative auprès des restaurateurs pour venir faire le pas pour que ça se passe bien, pour que la collaboration se fasse, pour faire plus de la prévention au final que de la répression. À 21h, après une première ronde au centre de Nyon, un premier point est effectué. Le contact généralement est très bon avec les responsables d'établissements publics. Ils apprécient aussi d'avoir notre présence. Et puis effectivement, pour le moment, l'ambiance est encore bonne, c'est relativement calme, donc tout se passe à merveille. Après le centre-ville et la gare, direction les rives du lac, en passant naturellement par l'esplanade des Marronniers, lieu très fréquenté par la jeunesse. Le message préventif est passé. On a vu aussi quelques exemples où les groupes de jeunes ont quitté les lieux dans le calme. Ils ont rassemblé les déchets, laissé la place propre une fois qu'ils ont quitté les lieux. Donc pour moi, l'exercice est réussi. On a démontré aussi, de par notre présence, de par notre visibilité aussi sur certains sites, on a tout naturellement provoqué une réaction chez les groupes de personnes. On a vu la situation s'est calmée, la musique s'est arrêtée, les gens ont baissé le ton, certains groupes se sont dispersés. Donc on a un bilan qui est très positif au final. On a pu aller à la rencontre de plusieurs groupes de jeunes sur des points de rassemblement. On a eu un très bon dialogue avec ces personnes. Une soirée très calme et une jeunesse plutôt bien élevée et responsable. Reste encore à aller montrer son soutien aux conducteurs des derniers bus à ramener les noctambules dans leurs villages respectifs. Il est alors passé 1h du matin. Bonne soirée. Bonne rentrée, au revoir. Pas de hausse d'impôts à Gland l'an prochain, malgré une perte de recettes estimée à plus d'1,5 million de francs. Là aussi, à cause de la réforme des entreprises. Les explications du municipal en charge des finances, Gilles Davoine. Exactement, il restera le même. Nous n'avons pas vu avec la municipalité de raison de l'augmenter ou de le diminuer. D'un côté parce que la RIE 3 va quand même si l'impact est plus faible à Gland, avoir son impact d'environ 1,5 à 1,6 million. Ça reste gérable pour les finances glandoises. Et puis de l'autre côté, c'est vrai qu'on a eu ces dernières années de bonnes années avec de la marge d'autofinancement chaque année assez importante. Donc dans cette situation-là, on ne voit ni de raison d'augmenter le
le taux d'imposition ni de le diminuer. À Gland, toujours, la municipalité demande un crédit de 65 000 francs pour soutenir le quotidien de la côte. Elle propose d'utiliser les plateformes papier et numériques du journal comme vecteur de communication de la commune. Le syndic, au micro de Florian Cavalieri. Voilà, alors 65 000 francs, je précise juste une chose, ce n'est pas du soutien, même si ça a un effet de soutien, c'est véritablement une nouvelle vision quant à la communication pour la ville de Gland, puisque la ville de Gland souhaite pouvoir étendre ses moyens de communication. Le fait de pouvoir profiter du journal papier local, voire journal électronique, puisqu'aujourd'hui la côte se décline vraiment de manière complète sur ces deux options, permet de quasiment doubler la visibilité de la ville de Gland. Alors pourquoi dans la côte et pas dans le 24 heures par exemple ? Alors je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur le journal local. La côte a deux avantages. Elle a un avantage tout d'abord d'avoir une publication tout ménage, ce qui fait qu'on on joint effectivement tous les habitants et pas forcément ceux qui ont un abonnement. Et puis d'autre part, c'est un journal dans lequel les gens viennent voir ce qui se passe dans la région, dans leur commune. Et je pense que c'est beaucoup plus, c'est ce type de journal qu'il nous faut. La Compagnie Générale de Navigation confie sa mémoire au musée du Léman. La CGN et la ville de Nyon ont signé un contrat de donation de l'ensemble des archives et objets historiques de l'entreprise fondée en 1873. Florian Cavalieri. C'est une fantastique récompense, une reconnaissance en fait d'un travail qui a été fait depuis plus de 20 ou 30 ans entre le musée et la CGN pour conserver ce patrimoine et aussi pour restaurer les bateaux qu'on voit tous les jours sur notre lac. Du point de vue du conservateur, quelles sont les qualités historiques de ces objets ? Chacun, c'est un témoin. Donc c'est un bout de bateau ou c'est quelque chose qui a été fait par quelqu'un et qui a servi à la vie du bord, qui a servi aux passagers et puis qui raconte une petite histoire de la navigation, du lac, mais aussi de la région dans son ensemble. C'est juste magique pour les générations suivantes, sachant que la compagnie a quand même plus de 100 ans et que c'est une entreprise qui dure et que les gens de leur vivant s'intéressent à quelque chose qui a commencé il y a plus de 100 ans en arrière, c'est juste magique. Donc oui, c'est important et puis c'est un bon moment de fraternité entre des gens qui vivent au bord du lac. Quels sont les objets que vous avez transmis au musée du Léman ? Alors, c'est des objets qui étaient sur les bateaux auparavant. Alors, ça peut soit être des livres de bord, ou alors un manchon, une cloche, ou un manche à air, ou une manette de commande, des choses comme ça, qui sont des jolis objets, dont un qui est assez atypique, qui est un outil qui servait à mesurer la force de la vapeur dans les pistons. Ça concrétise une longue relation. Une relation d'échange, de partage entre la CGN et le musée du Léman, puisqu'on a déjà beaucoup d'objets, 1400 objets au total, dont 200 qui avaient été offerts par la CGN jusqu'à ce jour. Et c'est surtout un potentiel très important pour la mise en valeur du patrimoine de la CGN dans le cadre du musée du Léman. Et puis il y a un certain nombre de projets à moyen terme aussi. Il y a d'abord l'extension du musée du Léman qui permettra de mieux mettre en valeur encore le patrimoine historique de la CGN avec des pièces remarquables. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir pu acter cette forme de promesse de collaboration renforcée. Aujourd'hui, la CGN a aussi des ambitions pour le futur, plus de bateaux à Nyon. Donc nous avons la volonté dans le nouveau concept d'aménagement des rives du lac de déplacer le débarcadère actuel et de le rapprocher du musée du Léman et donner l'opportunité à la CGN tant sur les courses pour les touristes mais aussi pour les pendulaires d'avoir un nouveau débarcadère avec plusieurs mouillages pour des bateaux à l'année et éventuellement quelque chose que nous aimerions étudier aussi, c'est la possibilité d'accueillir l'Helvétie. Toutes des choses à étudier en partenariat avec la CGN. Et ça pourrait être à l'horizon, à quel horizon justement ? Oh, si en 2021 on pouvait commencer certains travaux, j'en serais ravie. Sur les terres du baron Guiguerre, c'est le nom du sentier historique entre Gland et Prangin qui sera inauguré ce week-end. Le projet retrace plus de 300 ans d'histoire. Andrea Braslopo. Je ne peux que saluer ce genre de partenariat.
nous, en tant que musée national, on aime travailler avec les acteurs culturels autour de nous et qu'on puisse aussi montrer au grand public qu'il y a une histoire passionnante qui s'est déroulée sur ces terres, ces siècles passés, et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller à l'étranger pour retrouver des choses intéressantes. Nous aussi, on a une histoire super intéressante. Une idée aussi bonne que celle qui m'a été proposée par les deux, par le syndic et la municipale Madame Monet de Gland, c'était une opportunité toute cuite qu'on me présentait comme ça. Il y avait qu'à entrer dans le projet, et c'est pour ça que je l'ai défendu aussi facilement devant le conseil municipal, qui l'a d'ailleurs plébiscité. Je pense qu'on a un passé qui est totalement méconnu, et le fait d'avoir développé ce cheminement, ça nous a permis de découvrir énormément de choses, de se rendre compte que notre ville, elle avait une importance cruciale au XVIIIe siècle. On a choisi de faire vivre l'histoire en prenant pour fil rouge le journal du baron Louis-François Guiguer, journal qu'il a tenu entre 1771 et 1786. Louis-François Guiguer était baron de Prangin, il vivait au château. Nous avons choisi 10 stations entre le château de Prangin jusqu'à la Linière. Nous avons choisi ces 10 sites en fonction de Guiguer de Prangin, mais on a essayé de faire des passerelles temporelles sur d'autres thématiques qu'on est monté jusqu'au XXe siècle avec les fortifications, les Toblerones à Gland, sur la ligne fortifiée de la Premontouze. On a aussi évoqué la clinique de la Linière qui existe depuis 1904. En s'arrêtant lors des stations, on a la possibilité de se connecter avec un QR code et on a la possibilité d'en apprendre beaucoup plus que ce qui est écrit sur le panneau. Il serait impossible de tout mettre et finalement, grâce au site internet en 3 langues, on a la possibilité d'avoir beaucoup plus de développement et puis d'en apprendre encore plus sur le passé de notre ville, de notre territoire. Envie de continuer avec peut-être d'autres communes. Dans un avenir idéal, si on pouvait prolonger ce sentier historique et en faire dans les 2 directions un sentier de plus en plus important, je pense que ce serait une idée culturellement extrêmement valable. On entend souvent que les communes sont soucieuses de garder leur particularité, leur propre identité. Aujourd'hui, le fait d'être associé en partenariat avec la ville de Prangin, sous la dénomination du terme « les terres du baron Guiguer », est-ce que ça peut vous poser souci? Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est même l'intérêt de ce projet finalement. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il a été très très vite mis en place. C'est cette collaboration avec une autre commune, avec le savoir du château de Prangin qui nous a permis d'aller de l'avant. Je pense que si Gland avait voulu faire son cheminement tout seul, on ne serait pas là aujourd'hui. J'ai pas souvenir d'avoir entendu que les communes voulaient conserver leur identité, leur particularité dans des termes aussi vifs que vous le dites. Mais moi, je crois plutôt qu'on est toujours plus fort ensemble et on est toujours plus intelligent ensemble. Et je pense autant il est intelligent de préserver son patrimoine, autant il est constructif. Je pense que 1 + 1 est plus grand que 2. En bref, vous annoncez que les journées romandes du patrimoine se tiennent également ce week-end. À Genolier, vous pourrez par exemple visiter la ferme château du Bois de Chêne en plein travaux de rénovation. 1 an après le refus par le peuple nyonnais d'un foyer pour migrants à Nyon, une fête populaire sera organisée le 8 septembre au théâtre de Maran. Organisée par l'association 24/9 Agir pour accueillir, la manifestation vise à sensibiliser la population dans un esprit festif. Rodolphe Henner. 55,38% contre 44,62% des bulletins valables. Nyon a refusé d'octroyer un droit de superficie sur une partie de la parcelle 307 en faveur de l'État. On est 1 année après le refus de l'accueil des migrants par la population nyonnaise. L'association d'entraide, en tout cas de soutien populaire à ces migrants, a décidé de poursuivre sa mission. Cette année, elle organise une grande fête. Est-ce que c'est pour qu'on se souvienne de la cause des migrants ? Alors oui, c'est pour qu'on se souvienne de la cause des migrants, de l'association et que l'idée d'un foyer à Nyon n'est pas terminée et continue à avancer. Sur le plan politique, il y a actuellement un préavis qui est étudié par une commission sur la faisabilité sur la même parcelle de 2 bâtiments ou d'une solution mixte, telle que ça a été proposé par les associations pour et contre le premier foyer. Et puis l'action citoyenne, on a vu qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent membres de l'association et qui participent à nos actions. On a fait un certain nombre d'actions durant cette année pour justement rester présents sur le terrain.
Et puis alors là, ce 8 septembre, on met un peu toutes les problématiques de côté, puis on fait la fête. Exactement, on fait la fête, on aura plein d'intervenants, je pense une quinzaine d'intervenants musicaux, artistiques, on aura de la nourriture du monde, c'est pour de 7 à 77 ans. On va commencer par une grande parade qui va partir de la ville et on va venir tous à pied ici au théâtre de Maran et puis on aura 14 heures de fête, d'abord pour les enfants, puis après on va vieillir le public un peu pour finir par une boum. On espère qu'il y aura plein de monde et que ça sera une vraie réussite, mais sans parler politique, juste en s'amusant. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez voir s'inscrire dans la durée? Est-ce que ça peut devenir une tradition? Alors cette année, l'année passée on a fait 24/9 tout seul la fête. Et puis cette année on s'est associé avec Agir pour accueillir, qui est une association qui s'occupe de l'intégration des migrants et les aider. Dans le but justement d'essayer de voir si on arrive à pérenniser pour que ça devienne éventuellement une fête annuelle. Puis montrer que Nyon est malgré tout une ville d'accueil, même si politiquement on n'arrive pas encore à trouver le fin mot de ce dossier. Nyon est une ville d'accueil, mais je pense que c'est plus politique, c'est bientôt administratif, j'espère. Donc on va passer les différentes étapes et puis on aura un foyer bientôt. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne suite de programme sur NRTV.